Massa al-Khir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tejini Talk. Ce soir, je reçois M. Chemseddine Ugurlu, le président de l'exécutif des musulmans de Belgique. M. Chemseddine, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ces derniers jours, M. Didier Reynders, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a voulu lier les subsides accordés à l'exécutif des musulmans de Belgique à la formation des imams. Autrement dit, pour lui, si l'exécutif des musulmans de Belgique doit recevoir de l'argent public de l'État, il doit veiller à ce que les imams soient formés aux valeurs et aux lois du peuple belge. Alors, quelle est votre première réaction ? En fait, si je ne me trompe pas, il n'a pas simplement parlé de l'exécutif, mais aussi il a parlé de subsides d'une manière générale qui sont attribués au culte. Oui, mais lui, il vise essentiellement l'exécutif des musulmans de Belgique et les imams. Voilà, et pour lui, si les imams ne respectent pas la loi ou bien s'ils font des prêches qui vont à l'encontre des valeurs de l'État belge, eh bien, il faut retirer les subsides accordés aux cultes musulmans. On peut lire de cette façon aussi, mais moi, j'ai compris pour tous les cultes. Donc, c'est-à-dire, si l'État donne subside aux cultes, il doit veiller à ce qu'ils font. Voilà. Généralement, les politiques, ils commencent toujours comme ça. Ils veulent généraliser, mais on sait qu'ils visent essentiellement les musulmans, en l'occurrence ici l'exécutif. Voilà, c'est vrai. Donc, il a parlé de la formation des imams en Belgique et bien sûr en liant le subside d'État, vous avez raison dans ce sens-là, mais le subside est attribué à tout le monde, c'est-à-dire à tous les cultes, y compris le culte musulman. Tous les musulmans de ce pays payent leurs impôts, leurs taxes, et c'est tout à fait normal qu'ils bénéficient de subsides d'État pour le traitement des imams. Est-ce que vous trouvez cette idée de Didier Reynders intéressante ou pas? Juste ou pas? Politiquement parlant, je ne sais pas, il faut peut-être poser la question à lui, mais lier le subside à la formation et au contrôle plutôt, le mot qu'il a utilisé, le contrôle des imams, là je ne suis pas tout à fait d'accord parce que nos imams n'ont pas besoin d'être contrôlés. Ce sont des personnes qui ont fait des études pendant des années, qui connaissent l'islam, qui est devant la communauté musulmane. Donc ils savent ce qu'ils disent, mais parfois quand on parle de la montée de fondamentalisme, etc., parfois on pense que c'est les imams qui ont des discours dans ce sens-là, tandis que les imams n'ont rien à voir avec ces types de discours. Parfois, il faut voir peut-être, il faut chercher ailleurs. Mais pour Didier Reynders, il a été en Algérie, en Irak, d'après ce qu'il a dit, si je ne me trompe pas. Et donc pour lui, ses interlocuteurs dans les pays arabes lui ont dit qu'il faut que les fondamentalistes et les terroristes viennent généralement de l'Europe et ils sont formés par les imams pour faire des actes terroristes. Je crois que suite à ces remarques, il a commencé à parler dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez qu'il se trompe ou pas? À mon avis, en fait, demander de contrôle, c'est-à-dire pas de contrôle, mais un encadrement, là je suis tout à fait d'accord. Nous sommes là pour encadrer nos imams, suivre, c'est-à-dire leur travail. Nous avons préparé avec le Conseil des théologiens une charte que les imams signent avant d'être désignés, etc. De toute façon, en tant que responsables de la communauté musulmane, nous faisons déjà ce travail avec nos imams, mais il ne faut pas donner l'impression que les imams, ils ont un discours fondamentaliste, etc. Ce sont des personnes vraiment sages qui travaillent jusqu'à présent sans aucun problème. Quand il y a des cas isolés, on suit, on encadre, on fait le nécessaire. Donc selon vous, Didier Reynders se trompe? On peut dire comme ça, en fait, il ne faut pas lier le subside au contrôle des imams. Mais quand il dit que les imams ont un rôle dans la formation des fondamentalistes? Ils font cet exercice déjà dans les mosquées, quand ils font leur prêche, leur discours, ils parlent de l'islam, ils parlent de l'islam de paix, donc ils parlent de vivre ensemble. Jusqu'à présent, depuis des années, il y a plus de 300 mosquées en Belgique. Nous n'avons eu aucun problème avec les imams et avec leur discours. Donc, parfois, dernièrement, dans une des mosquées bruxelloises, il y avait un imam qui était contre le droit des femmes, contre l'égalité des femmes. Je crois qu'il a été licencié par sa mosquée.
Par sa mosquée, nous avons fait le nécessaire avec les responsables de la mosquée. Il a été donc envoyé dans son pays. Mais ce sont des cas ce sont isolés. des cas vraiment d'isolés, je dirais. Mais quand on compare à la totalité des mosquées, des imams et leurs fonctions, je crois que... Alors, qu'est-ce que fait l'exécutif des musulmans de Belgique pour former les imams? Est-ce qu'il y a des formations qui sont destinées aux imams en Belgique? Écoutez, ici, on peut parler de deux types de formations. La première formation que nous faisons actuellement en tant que l'institution, c'est la formation des conférences, des colloques avec les imams en invitant les représentants des autres cultes, les professeurs, les juristes, etc. Ça, c'est une formation qu'on organise actuellement avec les imams qui sont en fonction. Ça, c'est le premier type de formation. Mais on peut parler d'une autre formation, c'est-à-dire la formation des futurs imams et enseignants en Belgique. Mais là, il faut des investissements. Donc, il faut créer une école secondaire pour former les imams. Il faut créer même une faculté de théologie pour former les futurs imams. Est-ce que vous avez les moyens pour faire ça? Nous n'avons pas de moyens pour former les futurs imams dans ces institutions. D'abord, il faut que les communautés, c'est-à-dire les différentes communautés musulmanes, s'entendent, se réunissent et décident pour créer des écoles secondaires, voire supérieures, pour former les futurs imams. Ça, c'est les vraies formations. Mais pourquoi les différentes communautés doivent se réunir? Il y a l'exécutif des musulmans qui peut faire ça. Mais l'exécutif n'a pas de moyens pour créer une école. C'est la communauté, c'est-à-dire avec les autorités, bien sûr, qu'on peut créer... Donc vous lancez un appel aux autorités, aux personnes intéressées pour peut-être réfléchir à financer ce genre de... Exactement. L'exécutif, en fait, c'est une instance officielle reconnue par l'État, c'est-à-dire l'intermédiaire entre la communauté musulmane et les autorités publiques. Voilà, et pour la formation des imams, qui finance ça? Ben pour l'instant, il n'y a aucun financement concernant la formation des imams. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est avec le subside vraiment réduit de l'exécutif depuis quelques années que nous avons organisé. Donc il y a aucun subside concernant la formation des imams. Aucun subside public. Mais il y a des partenaires, par exemple l'ambassade des États-Unis d'Amérique a aussi financé quelques formations des imams. En fait, non, ils n'ont pas financé la formation, mais par exemple, il y a un imam qui est venu des États-Unis. Nous avons invité cet imam, il parle anglais. Au niveau de la traduction, on a besoin de la traduction. Donc il contribue d'une manière ou d'une autre. Il contribue, voilà, pour... Est-ce qu'il y a des formations futures, par exemple, une formation très prochainement? Une formation qu'on va organiser à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Ah, ça c'est nouveau. Oui, voilà, une autre formation qu'on va lancer le 19 mars, Inch'Allah. À ce moment-là, peut-être il y aura une intervention, par exemple, d'un représentant qui va participer, peut-être. Au niveau de la... au niveau, en fait, une représentante, par exemple, qui vient des États-Unis, par exemple, qui a travaillé sur cette question des droits de la femme. Mais il n'y a pas de mal à ça, donc en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Oui, en fait, on collabore avec tout le monde, mais c'est-à-dire quand on... Mais faute de subsides, vous êtes obligé de collaborer peut-être avec des ambassades. Ce n'est pas avec une mauvaise intention. Oui, mais bien sûr. Avec tout le monde, on collabore. Nous sommes une institution indépendante. On peut collaborer avec les gens qui peuvent contribuer. Mais c'est un appel que vous lancez aux autorités. Vous dites faute de subsides. Par exemple, maintenant, on ne peut pas refuser de travailler avec l'ambassade des États-Unis pour encadrer une formation ou... Les autorités, ils connaissent déjà la situation de l'exécutif depuis des années, depuis quelques années. Le subside vraiment est un subside qui pourvoit les besoins essentiels de l'institution, mais pour organiser des formations, des activités culturelles, pour organiser des activités sur le dialogue interreligieux, etc., là, on a besoin vraiment de subsides. Et ça montre aussi l'ouverture de l'exécutif à travailler avec d'autres partenaires. Nous sommes toujours ouverts à tout le monde. C'est une institution indépendante qui gère le dossier de 700 000 musulmans de Belgique. Nous avons plus de 1000 enseignants de religion ici
islamique. Nous avons plus de 300 mosquées, dont 70 mosquées sont reconnues. Et nous avons désigné dernièrement, depuis 2009, une quarantaine d'imams à charge d'État. C'est nouveau en Belgique, c'est nouveau en Europe. Donc, nous essayons toujours de créer une institution stable et confiante qui a à la fois la confiance de la communauté musulmane, aussi des autorités publiques. Quel est le profil des imams qui participent à vos formations? Ce sont les imams que nous avons désignés, c'est-à-dire nous avons proposé à la désignation une quarantaine d'imams et les aumôniers en fonction qu'on organise ces formations. Mais bien sûr, d'autres imams, c'est-à-dire qui n'ont pas été désignés par l'exécutif des musulmans de Belgique, peuvent participer, mais pour l'instant, vous êtes ouvert donc à toute personne. Sûr. Chaque imam qui souhaite peut-être, en plus des imams désignés, reconnus, qui travaillent dans les mosquées reconnues, oui. Chaque imam qui désire suivre cette formation, oui, vous l'acceptez d'office? En fait, des conférences en participation avec les représentants des autres cultes, même des laïcs qui ont en fait une distance avec la religion, je dirais. Ils viennent, ils participent, ils partagent leurs réflexions, leurs idées. Les imams, ils disent leurs avis. Vraiment, ce sont des formations. Je ne dirais pas formation vraiment, mais des conférences peut-être, qui sont appréciées par tout le monde. Même les participants, ils étaient vraiment étonnés et appréciés. Ces formations, c'est la première fois que l'exécutif lance avec ses imams. Pour l'instant, il y a beaucoup d'imams qui viennent de l'étranger qui officient dans les mosquées ici en Belgique? C'est normal parce qu'en Belgique, il n'y a pas des institutions pour former les imams. Nous, on ne peut pas désigner quelqu'un qui n'a pas de formation, qui n'a pas de compétences pour assurer et assumer la tâche d'imam. Est-ce que vous n'avez pas un droit de regard sur les imams qui viennent de l'étranger, par exemple du Maroc, de Turquie, d'Égypte, d'Arabie Saoudite? Est-ce que n'importe qui peut venir et travailler comme imam ici en Belgique? Concernant par exemple... Est-ce qu'il n'y a par exemple pas une organisation de la profession, entre guillemets? Mais de toute façon, la communauté qui invite ces imams à travailler, déjà eux, ils vérifient, ils regardent ce qu'ils invitent. Mais en tant que l'exécutif, si par exemple c'est une mosquée reconnue, mais avant de désigner l'imam passe à l'examen d'une commission qui se compose des membres du Conseil des théologiens. Et après, nous avons préparé une charte en collaboration encore avec le Conseil des théologiens, que les imams, avant d'être désignés, signent cette charte avec la communauté et on désigne. Mais pour le reste, c'est la communauté qui font le nécessaire concernant les imams. Mais quand il y a une difficulté, par exemple, avec les imams désignés et les imams qui restent en dehors de la désignation, nous avons toujours une collaboration avec les ASBL des mosquées concernant ces imams, s'il y a un discours un peu déplacé, ce que vous venez de dire. Donc, vous intervenez. Voilà, on intervient. J'ai appris par exemple que les imams qui viennent de Turquie, les imams de la Diyanet, ils viennent ici pour 4 ans, puis ils retournent en Turquie. Et ces 4 ans, ce n'est pas suffisant pour déjà qu'ils apprennent la langue du pays. Et du coup, ils ne s'intègrent pas. Et après 4 ans, donc ils retournent, puis il y a d'autres personnes qui viennent. Est-ce que vous ne voyez pas que cette mobilité des imams de Turquie, de la Diyanet qui viennent de l'étranger, pose un problème? Pour l'instant, il n'y a aucun problème et ça ne pose pas de problème. Mais au niveau de linguistique, bien sûr, nous demandons à tous les imams, tous les enseignants de connaître la langue du pays. C'est tout à fait normal. Mais un imam qui vient de l'Anadolie, par exemple, il ne connaît pas le néerlandais alors qu'il peut officier dans une mosquée de la Diyanet à Ostende ou à... Mais on a besoin de la langue du pays pour d'autres choses. Mais pour officier à une prière... il doit connaître un peu les us et coutumes. Il doit connaître, je suis entièrement d'accord. Parler aux Belges d'origine turque qui sont néerlandophones, par exemple, mais ils ne maîtrisent pas le néerlandais, même pas le français. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un handicap? En fait, ça peut considérer comme un handicap, mais tant qu'on ne forme pas les imams ici en Belgique, tant qu'on ne crée pas les institutions, c'est-à-dire écoles secondaires
ait une faculté de théologie ici en Belgique pour former les futurs imams, mais on est obligé, c'est-à-dire les communautés sont obligées de faire venir des imams à l'étranger. Ils n'ont pas de choix, parce qu'on ne peut pas désigner quelqu'un qui n'a pas de compétences. Pour l'instant, en Belgique, il n'y a pas une offre suffisante d'imams du pays. Exactement, c'est la raison pour laquelle il y a une demande des imams qui vient de l'étranger. Ok, mais du moment qu'ils viennent ici, qu'ils sont ici, ils peuvent quand même suivre des formations. Or, j'ai appris aussi que ces imams de la Diyanet ne participent pas aux formations de l'exécutif. Non, parce qu'il n'y a pas des imams qui sont désignés maintenant, par exemple, mais par contre... mais ils travaillent dans des mosquées qui sont reconnues. Qui sont reconnues. Et qui sont subsidiées par l'État. Par l'État, mais ces imams qui viennent de la Diyanet ne sont pas payés par l'État, donc ils ne participent pas aux formations. Exactement, parce qu'ils ne sont pas désignés par l'exécutif des musulmans de Belgique. Mais nous sommes en train de parler avec les responsables pour que ces imams soient désignés aussi. Mais avant de désigner ces imams, peut-être ils ont des soucis, etc. Donc ces imams viennent de Turquie, ils sont des universitaires, il n'y a aucun problème. Moi, je voudrais juste préciser... Je suis l'ancien imam, je suis né en Belgique, j'ai essayé d'apprendre le français entre 92 et 98. J'ai travaillé comme imam et j'ai appris le français. J'ai fait un postgraduat à l'université de Montseno. Voilà, donc il n'y a aucun empêchement que ces imams... je voudrais juste préciser, M. Chemseddine, qu'on ne veut pas stigmatiser quelconque imam que ce soit, mais ce sont des interrogations qui se posent vu l'actualité. Donc, nous, on part d'un principe que les imams sont de bonne foi et qui essaient de s'intégrer et développer un discours religieux, mais en adéquation avec les valeurs démocratiques du pays. Exactement, mais il ne faut pas oublier que ce soit bien clair. Oui, et il ne faut pas oublier que ces imams, ils sont les imams dont vous parlez, par exemple, qui viennent de la Turquie et d'ailleurs, ils sont en général universitaires et il n'y a aucun problème jusqu'à présent. Mais au niveau de l'apprentissage de la langue, je suis entièrement d'accord avec vous que tout le monde qui travaille dans un pays pendant même un an, il doit quand même apprendre la langue. Il faudrait peut-être prévoir que ces imams qui viennent pour la première fois, ils suivent un petit cursus de formation. Mais ces imams, ils suivent le cours de français, hein, n'oubliez pas. Je donne l'exemple de moi-même. Oui, mais il reste 4 ans, ils n'ont pas le temps d'apprendre le français. À peine ils apprennent quelques mots en français ou quelques phrases qu'ils retournent dans leur pays. Justement, c'est pour ça que nous demandons la formation des futurs imams ici en Belgique. Mais pour former les imams, il faut créer des institutions. On ne peut pas former... parfois, j'entends de certaines universités ici que, voilà, envoyez vos imams, on va former dans 3-4 mois, 6 mois. Un imam ne peut pas se former... d'être formé pendant 6 mois. Donc, dans un délai très court. Alors, vous êtes le président de l'exécutif des musulmans de Belgique, une institution, pour l'instant, excusez-moi du terme, moribonde. Elle a connu beaucoup de problèmes institutionnels en interne. Et je ne sais pas comment vous travaillez actuellement, parce qu'on a même entendu à un certain moment que la ministre de la Justice vous a privé de quelques subsides, puis il vous a renouvelé sa confiance. Et donc, quelle est l'actualité maintenant de l'exécutif des musulmans, alors que vous n'êtes apparemment que 4 membres encore actifs au sein de l'exécutif des musulmans sur 16? Oui. C'est quand même grave. Oui, c'est grave. En fait, en 2008, donc nous sommes là depuis 2005. Jusque 2008, il y avait un autre exécutif. Et en 2008, on a mis sur pied l'exécutif dont j'assume la présidence depuis 2008. Depuis 2008, vous n'avez rien entendu dans la presse et dans le média concernant cet exécutif, surtout concernant les problèmes dont on parlait auparavant. Mais en 2008, malheureusement, un tiers de l'Assemblée générale a démissionné. Donc, cette démission a créé un peu de difficultés au niveau d'organisation de l'exécutif. On était à 17 et après, les dernières années, donc les autorités, c'est-à-dire le ministère de la Justice, a prolongé le mandat pour les 4 membres du bureau de l'exécutif et on continue à gérer, entre guillemets, les affaires courantes de l'exécutif. Il n'y a pas grand-chose à gérer, hein, parce que...
Si, nous, on fait notre fonction, notre responsabilité. Il y a plus de 1000 enseignants en Belgique, il y a une quarantaine d'imams qu'on a désignés, il y a plus de 300 mosquées, il y a les... Oui, mais vous, en interne, vous avez des problèmes. Est-ce que ça n'handicape pas votre efficacité? Malheureusement, c'est une réalité dans la communauté musulmane tout entière. Donc vous êtes le reflet de la communauté musulmane qui est un peu mal organisée, donc ça se répercute sur... C'est vrai dans ce sens-là, il y a des difficultés, mais nous avons fait jusqu'à présent ce que nous pouvons faire dans ces conditions-là. Alors maintenant, comment vous allez vous en sortir de cette... De ces problèmes? On entend parler souvent du renouvellement de cet exécutif. Alors, il y a plusieurs projets qui ont été... Il n'y a pas plusieurs projets déjà. Ah bon? J'ai entendu qu'il y avait 2 projets au moins. Votre projet des membres actuels de l'exécutif et le projet des contestataires. Il n'y a qu'un seul projet, tout d'abord. Parce que quand on a formé l'exécutif en 2008, les autorités nous ont demandé de travailler sur un projet de renouvellement. Ce que nous avons fait depuis 2008 et en 2010, nous avons présenté les grandes lignes du projet de renouvellement au ministère de la Justice. Malheureusement, à cette époque-là, il y avait quelques contestataires qui ont donné un autre projet sans aucune concertation. Vous voulez parler des réformateurs? Ils s'appellent comme ça en tout cas. Vous pouvez vous appeler comme vous voulez. Hein. Il y avait un autre projet, je dirais, clandestin qui a été donné au ministre sans aucune concertation, tandis que le projet de l'exécutif a été demandé par les autorités et nous avons donné ce projet au nom de l'institution. Tandis qu'eux, ils ont donné un les projet... autres disent que cette institution ne représente pas grand-chose. Hein. La majorité des gens ont démissionné. Non, mais c'est vrai que vous restez l'organe officiel. Mais écoutez, le soutien de la communauté est derrière de cet exécutif, surtout parce qu'on travaille sur ce projet de renouvellement. Alors, puisque vous êtes là, quel est votre projet? On va parler de votre projet. Le projet, c'est simple parce que nous avons organisé 2 fois les élections générales en 1998 et en 2005. Mais ces élections générales n'ont donné aucun bon résultat, si je peux dire. N'ont posé que des problèmes. Posé que des problèmes de représentativité, on va dire. En fait, de tout. Quand on nous a demandé de faire les concertations avec la plus large concertation que nous avons fait depuis 2008, les représentants de la communauté musulmane de Belgique, qui a plus de 30 groupes ethniques en Belgique, ils ont décidé de ne plus organiser des élections générales qui n'apportent rien à l'organisation de l'exécutif des musulmans de Belgique, mais par contre un système de délégation, si je peux dire, c'est-à-dire il y aura un conseil général qui va se composer de 300 représentants des mosquées, et ce conseil général va mettre sur pied une assemblée générale qui va se composer plus de 60 membres, et cette assemblée générale qui va mettre sur pied un exécutif de 17 personnes. Voilà, et qui va nommer le président. C'est 17. Voilà. 17. Et alors, quelles seraient peut-être les garanties pour qu'il y ait une vraie représentativité des groupes ethniques, des minorités, des femmes, des personnes converties qui n'ont pas une majorité dans ces 300 mosquées? Voilà. Parce que les 300 mosquées, c'est généralement une grande majorité de mosquées turques et mosquées marocaines. Et donc c'est plutôt les mosquées albanaises, les mosquées pakistanaises. Oui, mais la grande majorité, c'est plutôt ces deux grandes. Ces 2 grandes communautés en Belgique. Voilà, ça c'est une réalité. Même la ministre de la Justice a dit dans une réponse parlementaire que quel que soit le projet, si le projet n'aura pas l'approbation de ces 2 grandes communautés musulmanes de Belgique, et ce projet n'a pas d'avenir. Alors comment vous allez garantir la représentativité des minorités, des femmes par exemple? Alors combien de femmes, je ne sais pas, vont être élues dans cette Assemblée générale et dans l'exécutif? Dans ce projet, écoutez, on ne parle pas des communautés. C'est ça peut-être la force de ce projet. On ne parle pas des communautés. Mais nous considérons tous les musulmans frères et sœurs. En théorie. Non,
en réalité. C'est-à-dire, on va se baser sur les mosquées, c'est-à-dire sur les communautés locales, reconnues ou non reconnues. Ben, c'est ces communautés locales qui vont envoyer dans ce conseil général un représentant. Donc chaque mosquée envoie un représentant. Alors, tous les musulmans de Belgique, quels que soient hommes, femmes, convertis, turcs, marocains, albanaises ou pakistanaises, font partie de ces mosquées. Donc si ces quelles que soient ces activités sociales. Si ces 300 mosquées envoient 300 hommes, il n'y aura plus de femmes dans cette nouvelle institution. Non, en fait, il n'y aura pas 300 hommes. Ben, une communauté peut déléguer une femme qui va... Encore une fois, en théorie, elle peut le faire. Mais en réalité, si les 300 mosquées envoient 300 hommes, comment vous allez faire pour corriger cela? Non, il n'y aura pas 300 hommes déjà. Mais comment vous le savez? Vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas l'avenir. Mais non, ben, comment vous savez que vous avez posé des garanties? Mais est-ce que vous avez posé des garanties, par exemple? Mais on a mis des garanties dans le projet qu'il y aura une représentation des femmes dans le nouvel exécutif. Mais attention, on a abandonné le système de catégorisation. Turcs, Marocains, convertis, etc. Parce que nous considérons tous les musulmans comme frères et sœurs. Ça, c'est clair et net, peut-être, c'est la force de ce projet de renouvellement. Donc, ce sont les communautés qui vont veiller donc, à la représentativité. Oui, je comprends, mais vous n'avez pas encore répondu. Il n'y a pas encore de... Je ne sais pas si vous avez mis des garanties, peut-être vous allez les mettre pour permettre dans le projet une certaine représentativité des minorités. On ne parle pas des minorités exactement, on parle des musulmans. Pourquoi donc, à chaque fois vous insistez? Il n'y a pas de femmes, point à la ligne. Non, parce qu'on est tous frères et sœurs, s'il n'y a pas de femmes, c'est comme ça. Il y aura des femmes, il y aura des hommes qui vont représenter toute la communauté musulmane de Belgique. Est-ce que votre projet est abouti? Est-ce que vous l'avez présenté au ministère de la Justice? Nous avons présenté en 2010 et malheureusement à cette époque-là, le ministre de la Justice a vu qu'il n'y avait pas de gouvernement en Belgique et pour gagner un peu de temps, il a dit voilà, il y a deux projets, essayez de trouver un consensus, etc. Mais donc, vous reconnaissez qu'il y avait deux projets? C'est ce qu'il a dit. Pour nous, au nom de l'institution, vous ne reconnaissez pas l'autre projet des contestataires? Écoutez, au nom de l'institution, il y a un seul projet approuvé par l'exécutif, approuvé par la communauté musulmane de Belgique. Il y a d'autres projets, on peut donner une dizaine de projets. Il y avait déjà au départ plusieurs projets, nous avons fait un seul projet. D'accord, et votre relation avec l'actuelle ministre de la Justice, Mme Annemie Turtelboom, est-ce qu'elle, maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'elle a retenu votre projet? Justement, peut-être c'est une des erreurs que nous avons faites. On a toujours attendu le feu vert des autorités, tandis qu'il ne fallait pas. Parce que constitutionnellement parlant, les autorités n'ont pas d'autorité de donner le feu vert. Alors la communauté musulmane va décider, va prendre son destin en main, va décider ce qu'on a fait avec la commission de concertation qui représente toutes les communautés musulmanes de Belgique. Donc, Inch'Allah, cette année, on va avancer dans ce projet de renouvellement. On ne va plus attendre le feu vert des autorités parce qu'ils ne peuvent pas donner constitutionnellement parlant. C'est ça qui avait créé le problème dans le passé. C'est-à-dire les autorités, ils avaient donné le feu vert, ils avaient géré même le dossier des musulmans. Maintenant, ce sont les musulmans qui prennent les ficelles en main et qui vont déposer devant la ministre un projet de renouvellement. Je comprends que vous considérez comme un organe souverain qui peut prendre ses décisions lui-même, mais vous avez quand même besoin de soutien financier pour organiser tout cela. Et ces soutiens financiers, il ne vient que de la part de la ministre de la Justice. Exactement. Donc il faudrait peut-être travailler, collaborer, coordonner. Il y a le financement de l'exécutif. Un feu vert, entre guillemets, un feu vert déguisé. Non, en fait, nous, on va formuler des demandes. Pour réussir le projet de renouvellement, c'est aux autorités d'attribuer ou de ne pas attribuer un subside. Mais la communauté est là et la communauté va réussir cette fois-ci pour montrer qu'il est capable de prendre les ficelles. Si la ministre de la Justice octroie des subsides, c'est considéré comme un feu vert, entre guillemets. Si elle n'octroie pas de subside pour renouveler l'exécutif, serait considéré comme un non-feu vert. De cette façon, mais nous, on ne l'est pas de cette façon. C'est-à-dire il y a une séparation
entre l'État et la religion, c'est-à-dire c'est la communauté qui va décider, mais au niveau des subsides, même une petite ASBL peut demander des subsides pour organiser des activités culturelles, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la première fois qu'on critique le travail des imams, etc. Ça vous fait quoi en tant que représentant de l'exécutif des musulmans, de devoir à chaque fois gérer des sorties médiatiques des uns et des autres? On peut critiquer tout le monde, y compris les imams. Je suis l'ancien imam, prédicateur. On peut critiquer tout le monde. Si quelqu'un il reconnaît son erreur, c'est déjà une vertu. On peut critiquer. Mais il ne faut pas oublier que les imams qui sont devant la communauté musulmane de Belgique, ils ont fait quand même des études pendant des années. Ils connaissent ce qu'ils disent et ils donnent le message de paix de l'islam. Mais bien sûr, en tant que l'institution, nous allons continuer à organiser des formations, des conférences pour un peu faire des échanges d'idées, de réflexions avec les imams, avec les représentants des autres cultes, etc. Donc, puisqu'on vit en Europe, on vit en Belgique, on a des contacts avec les autres religions, avec les autres cultes, avec les autres représentants des autres communautés, c'est tout à fait normal que nos imams, avec ces formations, peuvent voir leurs réflexions. Moi, j'ai reçu à votre place la fois passée le président de la Ligue des imams de Belgique, M. Touchkani, qui me disait: nous, les imams, on se fait tout le temps critiquer par les médias, par les hommes politiques ici en Belgique, et malheureusement, personne ne pense à notre situation matérielle et professionnelle. Et il me dit que la plupart des imams officient dans des conditions pas terribles, donc souvent au détriment de leurs propres préoccupations. Et donc, ils vivent parfois dans des conditions matérielles pas convenables. Oui. Donc, lui, il sent que voilà, ils ne sont pas respectés, pas considérés par le pouvoir ici en Belgique. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, maintenant, l'islam et les musulmans deviennent une réalité en Europe. Et maintenant, il y a la montée de l'islamophobie, etc. Donc, c'est tout à fait normal que les imams sont critiqués, l'islam est critiqué, la communauté musulmane est sous la surveillance de médias, de presse en Europe. C'est tout à fait normal. À mon avis, il ne faut pas regarder... Vraiment, on ne relève que des exemples négatifs, généralement. On ne valorise pas les exemples positifs de ces imams, par exemple, qui font un excellent travail d'encadrement dans la société. Vous jouez un rôle très très important en tant que la télévision Al Maghreb pour montrer vraiment le vrai travail des imams et des responsables de la communauté musulmane de Belgique. Mais j'espère que dans l'avenir, même le média, la presse européenne, et ils vont montrer exactement ce qu'ils font, ces gens-là, pour contribuer à la paix sociale de l'Europe et de Belgique. Chemseddine Ugurlu, le président de l'exécutif des musulmans de Belgique, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Revenez nous voir quand vous mettez sur pied ce renouvellement, Inch'Allah, s'il se réalise. Quant à moi, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous dis ma'a salama wa ila liqa fi barnamaj akhar min baramij Tijini Talk. Ma'a salama.